La tempête a emporté tout ce qui faisait obstacle à sa course folle. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de sombrer dans l'éco-anxiété et être dans l'action ? Et donc nos luttes d'occupation pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine. Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble, l'art de la fête. Et en fait, on passe complètement à côté de ce que ça fait au monde d'optimiser. L'enjeu, ça va être de reconstruire. La violence, c'est le mépris envers les populations. Et c'est les bouffons du pouvoir, quoi. Le principe, c'est de se réapproprier ses moyens de subsistance. On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois. Oui, ça va passer aussi par du sabotage. Là, c'est une grue qui s'est effondrée. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Avis de tempête, épisode hors série numéro 3, 100 ans de Total Energy, extractivisme et violence coloniale. À l'occasion du 100e anniversaire de Total Energy, des militantes ont demandé à Avis de tempête d'enregistrer un épisode en direct. C'était le 25 mars dernier, à Paris, au pied d'Hôtel de Ville. Ce soir-là, il y avait des tables rondes, des ateliers thématiques pour revenir sur 100 ans de pratiques criminelles de Total, penser la lutte contre la multinationale et rêver à un avenir débarrassé des énergies fossiles. Avec Avis de tempête, on a voulu faire un épisode en laissant la parole aux premières concernées. Des paroles qu'on a le sentiment d'entendre très peu, même au sein des orgas qui s'attaquent à Total. Vous allez d'abord entendre des vocaux qu'on a reçus de loin. Pima Ibrahim, activiste ougandais, et Neville Van Roy, activiste sud-africain. Ensuite, vous pourrez écouter le live enregistré lors de l'événement, la fête à Total. Le son n'est pas de super qualité, mais les interventions étaient hyper intéressantes, alors j'ai tout laissé tel quel. Bonne écoute. We have seen the colonial oppression and they came to force their system and force their ways on us. Nous avons vu l'oppression coloniale. Ils sont venus pour imposer leur façon de faire sur nous. Le nouveau système colonial fait exactement la même chose en imposant de force l'extraction des combustibles fossiles sur les peuples africains. Nous ne voulons pas de pétrole et de gaz. Nous n'avons pas besoin de plus de pétrole et de gaz. Pourquoi impose-t-on le pétrole et le gaz au peuple africain ? Nous ne pouvons pas permettre et nous n'accepterons pas que le pétrole et le gaz nous soient imposés par le Nord global et les dirigeants africains. Ils détruisent les vies des gens ordinaires, connectés aux systèmes fluviaux et hydriques de ce continent. Nous avons le droit de choisir le type de développement que nous voulons. Le Nord global veut nous imposer son développement, et cela n'est ni juste ni équitable. Alors nous n'accepterons pas. My journey as an activist began with a deep concern for the environmental, social impacts of various. Mon parcours en tant qu'activiste a commencé avec une profonde préoccupation pour les impacts sociaux et environnementaux des différentes compagnies d'extraction opérant en Ouganda, comme Total. Ayant grandi dans une communauté directement touchée par ces projets, j'ai été témoin des dévastations causées à notre terre, notre eau et nos moyens de subsistance. Notre toute première action a eu lieu devant les bureaux de l'Union européenne en Ouganda, le 4 octobre 2022, où certains de nos camarades ont été arrêtés et maltraités. J'ai été emprisonné à plusieurs reprises. Je reçois des messages de menaces de différents numéros me demandant d'arrêter mon activisme, affirmant que je protestais pour arrêter le développement. Mais il ne s'agit pas de développement. Mais heureusement, je respire encore. In Uganda, the presence of Total and extraction companies possesses numerous challenges. En Ouganda, la présence de Total et des compagnies d'extraction pose de nombreux défis. Dégradation environnementale, déplacement des communautés et inégalités socio-économiques. Au sein du mouvement Justice Movement Uganda, nous refusons de rester les bras croisés pendant que notre terre et notre peuple
sont exploités pour des profits. Nous ripostons en sensibilisant, en organisant les communautés et en plaidant pour un changement politique. L'une de nos activités les plus cruciales est l'organisation de manifestations pacifiques et d'actions directes par la désobéissance civile pour amplifier nos voix et attirer l'attention sur les injustices perpétrées par ces sociétés. Nous croyons en la puissance des actions collectives pour provoquer le changement et tenir ces compagnies responsables de leurs actions. En unissant nos voix et nos ressources, nous pouvons défier le statu quo et créer un avenir plus juste et durable pour tous. L'arrestation récente de 4 étudiants de notre mouvement pour avoir manifesté pacifiquement contre ce pipeline pétrolier au Parlement ougandais montre la répression à laquelle nous sommes confrontés en tant qu'activistes ougandais. As we commemorate the centennial anniversary of Total Energies, alors que nous commémorons aujourd'hui le centenaire de Total Energy, j'exhorte la compagnie à réfléchir à son héritage et à prendre des mesures significatives pour remédier aux dommages qu'elle cause. Il est temps pour Total et d'autres entreprises d'adopter des pratiques durables, de respecter les droits humains, les droits des communautés locales et de privilégier le bien-être des personnes et de la planète. Continuons à nous battre ensemble, restons unis dans la lutte pour la justice climatique. Les peuples unis ne seront jamais vaincus. The climate injustices are rising, and so are we. The people united can never be defeated. The people united can never be defeated. Thank you so much. Du coup, je m'appelle Soraya Fétier, je suis chargée de campagne pour l'ONG 350.org. Et 350, on est un mouvement global de citoyens et citoyennes qui nous mobilisons à travers le globe pour mettre fin à l'ère des énergies fossiles et permettre la mise en place d'une transition juste pour tous et pour toutes. Je viens d'une famille de militants, pas tous, clairement, mais mon grand-père l'a été en Algérie. Il a milité pour l'indépendance de l'Algérie, il a fini par devoir venir vivre en France. À partir de là, il a cessé ses activités militantes par question de survie et d'intégration. Et c'est son fils, mon père, qui a repris le flambeau, qui a participé à beaucoup d'actions pour faire reconnaître les droits des populations algériennes en France, lutter pour plus de justice sociale en général, et il a ensuite, par déception, cessé. Mais ça, c'était sans se douter que quelques décennies plus tard, il aurait une fille qui, pareil, reprendrait le flambeau à son grand malheur. Et du coup, ça commence déjà, on va dire, par mon histoire familiale. Ensuite, personnellement, la première fois que j'ai commencé à militer, en dehors des grèves lycéennes qu'on a tous connues et des blocus qu'on a tous faits, ça a été mon premier contact avec la cause palestinienne. C'était il y a 15 ans, dans le sud-ouest, avec le collectif Palestine vaincra 33. C'est la découverte de leurs conditions. Après, en tant que personne d'origine algérienne, la question palestinienne est évidemment présente dans notre histoire. C'est intrinsèquement lié à notre propre histoire révolutionnaire et identitaire. Mais par la suite, je suis rentrée dans ces modes d'action-là, de défense de la cause palestinienne, d'éducation à ces questions-là. Et c'est par cet intermédiaire-là, par cette lutte, que je me suis ensuite intéressée plus largement aux droits humains, à la protection des droits humains, ensuite des personnes réfugiées, migrantes en France. J'en ai fait mon sujet d'étude. Un peu bizarre, présenté comme ça. Je veux dire que je me suis spécialisée dans mes études sur les questions de migration internationale et de protection des droits humains et toutes ces corollaires, protection des droits des femmes, les questions de genre et des minorités. Et c'est par la suite, ça faisait déjà quelques années que je m'étais, plus de 10 ans que je militais dans ces différentes causes-là. Je vivais à l'étranger
Et c'est en vivant à l'étranger que j'ai eu le déclic climat, où je me suis rendu compte que toutes les causes pour lesquelles je militais avaient un sujet qui était transversal, en tout cas qui venait de plus en plus s'imposer à moi, c'était celui du climat, que je pouvais continuer à militer pour la protection des droits des femmes dans la vallée de la Bekaa au Liban, mais que le sujet de leurs droits à la propriété terrienne et le fait qu'elles étaient majoritairement en charge de l'agriculture dans le pays était largement mise à mal par la raréfaction des ressources en eau du pays et aussi, et là ça a été mon premier grand clash avec Total, les tentatives d'accaparement de leurs réserves et ressources d'énergie dans un pays qui n'est absolument pas autonome en énergie et qui dépend des énergies fossiles pour pouvoir avoir de l'électricité, chose qui est devenue très très rare dans le pays aujourd'hui. Salut, moi je m'appelle Mathis, je suis aussi chargée de campagne, particulièrement sur les sujets des énergies fossiles et de la pétrochimie. Et je travaille pour un petit lobby d'écologie citoyen où on fait de la dénonciation de l'ensemble des acteurs qui sont responsables ou en tout cas qui bénéficient de l'industrie fossile telle qu'elle est aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, je travaille principalement sur les banques, les assurances et les gestionnaires d'actifs. Et je travaille du coup entre autres avec les populations sur place qui sont touchées par les projets fossiles et en fonction des situations locales, on se mobilise à la hauteur de ce qu'on peut faire. Voilà. Et je travaille pour du coup mon organisation s'appelle Chili, CHI2LI. Voilà. Moi, j'ai commencé à m'engager sur les questions aussi de demande d'asile parce que c'était ce que je voyais en bas de chez moi. Donc j'ai fait de l'accueil juridique et c'était assez difficile émotionnellement, mais j'ai surtout vu beaucoup de Maliens, de Kenyans, de Tchadiens qui arrivaient pour des migrations climatiques qui n'étaient pas reconnues par le droit international à ce moment-là. Et je me suis penchée du coup sur le sujet des réfugiés climatiques et c'est comme ça que je suis arrivée dans le climat. J'ai des parents absolument pas militants. Mais par contre, j'ai aussi mon grand-père est agriculteur, donc ça a aussi, dans une écologie qui porte une reconnexion à la terre, ça a quand même joué. Donc voilà. Et après, j'ai fait des études très traditionnelles avec j'ai fréquenté de très proche le greenwashing, et c'est ça qui a bizarrement été l'instant de révolte. J'étais dans des écoles globalement assez élitistes, même très élitistes, et de très proche, j'ai vu que c'était eux qui contrôlaient entièrement le narratif des gens qu'on allait écouter. Et ça m'a vraiment révoltée. Donc avant, j'étais militante tranquille, et maintenant, je suis un peu plus vindicative. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Ala. Je suis membre et responsable de la communication digitale pour Green Faith, qui est un mouvement international, interreligieux et climat, qui mobilise un peu partout dans le monde sur les questions des énergies fossiles. En France, on fait campagne contre le projet ICOP de Total Energy, en lien avec les équipes Green Faith en Afrique, donc notamment en Tanzanie, Ouganda et au Congo. Et donc la mission de l'organisation, c'est de mobiliser un maximum les communautés, sachant que 80% de l'humanité a une religion et qu'il n'existe pas un lieu, un village, une ville où il n'y a pas une mosquée, un temple, une église, etc. On part du principe que les religions sont les premières ONG au monde et que en fait, si on introduit la question du climat au sein des religions et qu'elle devient majoritaire, on peut en fait mobiliser un maximum de monde autour de la planète. Donc l'objectif principal, c'est vraiment les énergies fossiles. Puisqu'on est en France, nous, on est axé sur Total Energy. Et à travers le monde, les différentes branches de Green Faith vont se mobiliser soit pour dire stop à d'autres types de projets, d'autres multinationales d'énergie fossile, soit aux financeurs, etc. Donc je suis aussi algérienne, d'origine algérienne, née en Algérie. Et je viens d'une famille qui a, dès le 19e siècle, lutté
pour résister contre la colonisation en France et qui a aussi lutté activement, mon arrière-grand-mère, mon grand-père, mes grands-mères, mes parents, durant la guerre de décolonisation en Algérie. Donc du coup, c'est dans une histoire familiale qui peut même remonter au 19e siècle. Et moi, je suis née, j'ai passé les premières années de ma vie en Algérie et j'ai connu aussi l'Algérie des années 90 en pleine guerre civile, en plein décennie noire de terrorisme. Et à cette époque-là, mon père était opposant au gouvernement algérien, ce qui a fait que sa sécurité en a été menacée et qu'on a dû venir en France. Donc en fait, le militantisme ou l'activisme, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi totalement. J'ai des souvenirs où j'avais 3-4 ans de réunions secrètes, je comprenais pas que c'était ça, mais voilà, pour s'organiser contre le régime algérien, par exemple. Et là où je me suis j'ai vraiment commencé à m'engager à l'âge de 16 ans en France. Quand j'avais 16 ans, j'étais au lycée, dans un lycée assez élitiste. Et c'était l'année où passait la fameuse loi de 2004 sur l'interdiction du port de signes religieux à l'école. Et donc, entre septembre 2003 et mars 2004, quand la loi a été votée, moi qui étais concernée parce que je portais déjà le foulard, en fait, j'ai vu les regards changer. Et plus que ça, j'ai commencé à subir des violences de la part d'adultes dans la rue, les regards de mes camarades qui changent, les insultes, etc. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de m'engager d'abord sur les questions d'islamophobie et sur les revendications de mes propres droits, revendications féministes et antiracistes. Et donc, j'ai découvert un peu, à 16 ans, les milieux militants français féministes mainstream qui étaient archi violents, parce que là où j'allais, en fait, on me considérait pas comme un être humain, mais comme une créature à délivrer. Et je me recevais énormément de violence de la part de féministes blanches. Et dans les milieux antiracistes où en fait il y avait des revendications dans lesquelles je me reconnaissais complètement, mais il manquait la touche féministe. Et du coup, j'ai cheminé comme ça et j'ai commencé à aller vers les milieux un petit peu plus intersectionnels et décoloniaux. Et je me définis toujours d'abord comme militante féministe et antiraciste. Écolo, ça je l'ai toujours été personnellement, mais je dis que depuis quelques années, je consacre de l'énergie au mouvement climat. Je souhaite pas aujourd'hui me revendiquer comme activiste climat, même si je coche toutes les cases. Mais j'ai une approche très ferme sur la question. Je suis tenante d'une écologie décoloniale. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais aussi au sein des mouvements climat, c'est porter cette voie-là d'écologie décoloniale. Voilà. On avait envie de parler de la question des premières, du qualificatif de première concernée, première impactée, première concernée. Pour ça, je vais devoir redonner le contexte concernant l'Ouganda et le Yémen. En Ouganda, Total s'apprête à creuser 400 puits de pétrole dans les espaces naturels situés autour du grand lac Victoria. La production de plus de 200 000 barils par an doit ensuite être transportée par l'oléoduc ICOP, le fameux, destiné à être le plus long pipeline chauffé au monde. Il pourrait contaminer la plus grande réserve d'eau douce d'Afrique. Une grande partie des puits de pétrole serait creusée sous un autre lac, le lac Albert, qui se situe au cœur du parc naturel protégé Murchison Falls. En fait, en termes humains, le projet implique le déplacement de 100 000 personnes, dont la plupart habitent dans les 409 villages traversés par l'oléoduc en Ouganda et en Tanzanie. L'expulsion et les relogements se font sans concertation et sans considération des personnes et de leurs besoins. Les compensations sont ridicules quand elles arrivent. C'est une négation totale des droits humains les plus élémentaires. Des paysannes essaient de se défendre, mais des commissariats de police pétrolière ont été installés. La collusion entre l'État et les forces de sécurité pétrolière est très forte. Et c'est l'exemple le plus spectaculaire aujourd'hui, mais il y en a tant d'autres, comme ça a été dit. Une enquête menée par le journaliste d'investigation Quentin Muller l'année dernière a montré toute l'entreprise de destruction réalisée par Total au Yémen. Je voulais savoir si vous, dans vos parcours, vous aviez été au contact de populations particulièrement touchées, si ce qualificatif de première concernée vous parle, et on verra ensuite. Alors, dans mon parcours professionnel, oui. Là, on a évoqué la campagne Stop ICOP. ICOP, c'est pour East African Crude Oil Pipeline. Et donc, en effet, s'il voit le jour, il traversera l'Ouganda et la Tanzanie sur plus de 1443 km. Et donc, c'est dans le cadre de cette campagne-là qu'à partir de 2022,
avec une coalition d'organisations dont font partie 350.org, mais aussi les Amis de la Terre, Green Faith, Laudato Si Movement et encore plusieurs autres. En France, on décide de mettre en place une délégation d'activistes ougandaises pour que pendant 2 semaines se tienne une tournée médiatique et politique afin de soutenir la mobilisation qui se passait sur place. Ce qui a déclenché cette décision, c'est entre autres l'appel des premiers et premières concernés sur place qui nous disaient avoir besoin d'aide pour faire valoir leurs paroles sur des plateformes politiques en Europe plus proches des grands décisionnaires de ce projet. Et donc Total et ses financeurs, mais aussi, dans le cas de la France, le gouvernement français. On a donc mis en place cette délégation, on a pu collaborer avec des organisations sur place afin que viennent 4 activistes ougandais et ougandaises et qui ont participé à différents rendez-vous de plaidoyer avec des banques, parce que les banques sont des acteurs majeurs aujourd'hui de l'industrie des énergies fossiles, puisqu'ils permettent le financement de ces projets-là. Aussi avec des assureurs, Mathis pourra en parler très très bien, les assureurs et réassureurs permettent également que de l'argent aille vers ces projets-là et qu'ils puissent exister. Et donc aussi des rendez-vous avec les médias et plus directement avec nous, spectateurs, spectatrices, pour venir écouter et diffuser leur message et leurs demandes. Et donc ça a été dans le cadre professionnel pour 350.org, mon premier contact direct avec des premières concernés directement impactés par les conséquences d'un projet qui n'a même pas encore vu le jour et qui pourtant a déjà des conséquences dévastatrices sur des millions de personnes. Vous en parliez juste avant, en effet, il y a le lac Victoria. Si le lac Victoria est pollué par le pétrole de ce pipeline, c'est 40 millions de personnes qui sont à risque de ne plus avoir accès à de l'eau potable. Au-delà de ça, on a aussi plus de 100 000 personnes qui sont en ce moment même en train d'être déplacées, expropriées sans compensation juste. Et sur ces terrains-là, et c'est Greenface qui a publié un rapport sur le sujet, on a des gens qui ont des tombes. Donc on met à mal aussi leur culture, on met à mal leur pratique. Et donc dans le cadre de cette campagne-là, qui existe déjà depuis 2017, on n'a pas nous-mêmes créé cette campagne, on avait à cœur de faire valoir leurs demandes, parce qu'en France, on a une possibilité d'agir, on a le privilège de pouvoir se mobiliser directement sur le terrain, d'aller confronter nos décisionnaires et des acteurs aussi puissant que Total, en faisant face à moins de risques directs pour notre sécurité physique et psychologique que les premières concernés en Ouganda et en Tanzanie, qui déjà depuis plus de 5 ans font face à une répression qui va croissante et qui malheureusement ne prend toujours pas fin aujourd'hui, alors que le projet n'a toujours pas vu le jour. Merci beaucoup Soraya. Ouais, peut-être brièvement, je pense que c'est important de dire que nous, on réagit toujours directement aux alertes, aux lanceurs et aux lanceuses d'alerte sur le terrain. Pourquoi ? Parce qu'on agit dans des pays qui ont bien moins exploité le pétrole que nous. Donc, à partir de ce postulat-là, il est aussi reproché au mouvement climat d'avoir une approche, en tout cas de puissance, quand on vient et qu'on dit « Ah bah l'Ouganda qui est responsable de 0,1% des émissions, c'est quand même relou qu'il fasse... une pipeline de 1400 km de long, et en même temps, quelle légitimité nous, on a, françaises, à venir imposer quoi que ce soit sur la politique énergétique souveraine de l'Ouganda? Eh bien, c'est celle du respect des populations locales. Et donc, nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, on n'agit que en réponse aux mobilisations locales citoyennes qui demandent un support pour venir dénoncer des entreprises européennes. Et c'est là aussi où je pense que, en tout cas moi, dans mon militantisme, je pense qu'il faut savoir, entre guillemets, rester à sa place et savoir sur qui et comment on peut avoir de l'influence. Moi, du coup, mon travail, c'est vraiment, du coup, la frontière entre l'investigation et la campagne sur ces acteurs européens qui sont responsables de ces expansions fossiles dans des pays, l'Afrique du Sud, l'Ouganda aussi, mais j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de la Colombie et des mines de charbon en Colombie, notamment récemment.
Et donc, savoir cartographier l'ensemble des acteurs, encore une fois, européens qui bénéficient de cette industrie en expansion, encore une fois, pas chez nous. Pour répondre brièvement à la question, les lanceurs d'alerte sur place, c'est vraiment eux qui dictent comment est-ce que nous, on s'attaque aux entreprises européennes. Oui, on a 3, disons, grands axes sur le côté financier. On a les assurances et les réassurances. C'est quand même les gestionnaires de risques de notre vie qui se plaignent qu'un monde à plus 3 degrés n'est pas assurable parce que ça serait trop d'indemnités à payer et qui donc se désinvestissent des zones les plus touchées par le dérèglement climatique, mais qui en parallèle assurent les projets d'expansion fossile. En ce moment, on a une grosse campagne sur AXA que Sacha, du coup, mène. Et donc, les assurances, c'est la clé de voûte parce que sans assurance, il n'y a pas de banque et il n'y a pas d'investisseurs. Donc, on travaille beaucoup sur les assurances. On travaille bien sûr, du coup, sur les banques qui financent et qui investissent des deux côtés. Et on travaille sur les gestionnaires d'actifs. Et sur les gestionnaires d'actifs, on a un gros sujet, c'est que les gestionnaires d'actifs gèrent de l'argent qui n'est pas à eux. Donc, leurs droits de vote et leurs droits d'opposition aux projets dans lesquels ils investissent sont bien plus moindres. Et donc, nous, on travaille beaucoup aussi sur du lobbying citoyen aux assemblées générales pour que les gens qui mettent leur argent, qui sont des citoyens et des citoyennes comme nous, on mette notre argent et qu'on ait les droits de vote qui sont affiliés sur les investissements qu'on tolère ou qu'on tolère pas. Donc, très brièvement, oui, voilà, pour des questions de souveraineté dans les pays, en tout cas dits du Sud global, on ne répond que quand la population locale demande un soutien sur les entreprises européennes qui en sont responsables. Dans ma sphère personnelle, une partie de ma famille vit encore en Algérie et subit les conséquences rapides qui s'emballent en fait du réchauffement climatique, avec des épisodes de canicule qui commencent de plus en plus tôt et qui finissent de plus en plus tard. Quand je dis tôt, ça veut dire qu'on peut avoir des épisodes de canicule dès fin avril et que ça se finit peut-être parfois en novembre, donc c'est énorme en fait, avec des températures records, plus de 40, plus de 45, 50 degrés, ce qui est énorme. Une raréfaction de l'eau, donc on se retrouve aussi avec des coupures d'eau, avec des coupures d'électricité, etc. Et dans le même temps, Total Energy par exemple a signé un contrat avec l'Algérie en été dernier pour une exploitation des énergies fossiles, pour Total Energy et d'autres en fait compagnies, pour augmenter de 55% la production d'énergie fossile, ce qui ne sert absolument à rien au pays. C'est dans des logiques extractivistes, c'est pour vendre ailleurs, pour que, surtout en Occident, ces énergies fossiles soient exploitées. Et donc du coup, en fait, c'est l'augmentation, l'accélération de l'extraction augmente la pollution, etc. Et dans un pays qui est déjà extrêmement fragilisé du point de vue climatique, on a aussi les super-feux, des incendies géants, dont je sais que moi j'ai des personnes, des membres de ma famille qui ont directement été mis en danger par ces feux qui arrivent chaque été. Donc il y a ça d'un côté personnel, voilà. C'est une préoccupation pour moi qui est une préoccupation intime puisqu'elle concerne en fait la survie aussi d'une partie de ma famille. Et dans le cadre de mon travail, comme le disait tout à l'heure Soraya avec Green Faith, on sort aussi des rapports sur les activités de Total Energy en Ouganda, Tanzanie et au Kenya et au Congo. Et en fait, on a nos collègues qui sont sur place et qu'on voit en fait de plus en plus menacés, qui font face à de plus en plus de répression policière, d'intimidation, menaces de mort, qui sont des organisers qui font le même travail que nous en France ici, mais qui en fait là-bas jouent leur vie, même parfois. Donc on voit les impacts qui sont réels, qui sont concrets, qui sont de l'ordre de la mise en danger en fait des personnes sur place qui se mobilisent contre le projet ICOP. Il y a ça d'un côté, et de l'autre côté, pour revenir sur la question de ce qu'on découvre lorsqu'on enquête sur place, et tu l'as mentionné tout à l'heure, la question du déplacement et des tombes, de la profanation de certaines tombes. Il y a 2000 sépultures qui sont concernées pour l'instant, et qui se trouvent en fait, qui sont en fait les sépultures qui étaient sur les terrains dont ont été expropriées 100 000 personnes sur le tracé de ICOP. Donc ces personnes-là, en fait, avaient enterré leurs proches. Il y avait parfois des cimetières qui sont sur le lieu d'habitation, enfin des sépultures sur le lieu d'habitation, ou des cimetières, donc du coup qui ont été, en fait, pour certains complètement profanés, parce que l'indication des tombes est pas la même que, par exemple, en Europe, la réglementation étant pas la même, et les libertés que peuvent prendre aussi les multinationales ne sont pas les mêmes.
Et on a mené une enquête justement et sorti un rapport en automne dernier pour montrer à quel point ce type d'actes-là, ce sont des actes qui ne sont pas nouveaux, qui s'inscrivent dans un continuum colonial et néocolonial, puisque ce qui se passait durant la colonisation de l'Afrique, c'est quand même que dès le départ, en fait, on avait à l'arrivée des colons des campagnes de destruction massive, des tombes, de déplacement, de profanation. Et là, ça se rejoue lorsque des multinationales qui sont là pour les profits avec une démarche néocoloniale refont exactement la même chose. On a aussi des témoignages qui sont des témoignages terribles en fait sur le traitement des corps des personnes, des proches qui sont restitués ou pas dans des états catastrophiques. Donc du coup ça c'est aussi le genre de témoignage qu'on peut entendre. Nous ici on parle beaucoup de bombes climatiques, on parle de chiffres, on parle de ce qui pourrait advenir pour nous si jamais il y avait ce projet qui allait jusqu'au bout et si jamais ça se réchauffait de plus 1,5 degré, voire plus. Mais en fait dans les pays où se passent les exactions, les pays du Sud global, ce ne sont pas des réalités à venir, ce sont des réalités très concrètes et ce sont aussi des rappels de ce qui s'est passé dans l'histoire de ces pays-là. C'est aussi des choses qui se rejouent, des atrocités qui se rejouent. Donc en fait, voilà, ça c'est mon contact avec les personnes primo-concernées, on va dire. C'est de constater que d'ici, on peut agir et on agit. On n'est pas encore assez suffisamment nombreuses à agir, mais on agit sur des choses sur lesquelles on ne va pas être impacté directement. Et que quand on regarde les populations primo-concernées, en fait, les drames se jouent déjà chaque jour, ont commencé à se jouer hier et vont s'empirer demain. Ce qu'on n'a pas précisé, mais qui est sous-jacent à toutes nos prises de parole, c'est qu'aujourd'hui, la majorité de ceux et celles qui vivent déjà les impacts du dérèglement climatique sont des personnes, des populations dans le Sud global. Quand on parle de premières concernées, ce n'est pas uniquement dans cette région-là. C'est en France aussi, on a des personnes qui subissent déjà les impacts du dérèglement climatique, qui souffrent par ailleurs aussi de précarité énergétique et qui donc ne peuvent pas se prémunir correctement des conséquences de ces impacts-là. Mais force est de constater qu'actuellement, la majorité des premières concernées contre les impacts du dérèglement climatique se trouvent dans le Sud global, où se trouve aussi la majorité des projets contre lesquels on lutte. Actuellement, des îles dans les régions pacifiques sont déjà en train de se retrouver noyées. On a des personnes qui ont déjà les pieds largement dans l'eau, des villages qui se retrouvent déjà désertés, des champs qui peuvent déjà ne plus être cultivés. Et une autre chose, c'est qu'on a aussi pas mal parlé des personnes qui se soulèvent contre les projets parmi ces premières concernées, mais on a aussi des personnes qui subissent ces impacts-là, même sans aller directement en lutte, se mettre en porte-à-faux contre les prestataires et ou les dirigeants de ces projets-là. Parce que soit ils n'ont pas les informations, on a des gouvernements, c'est le cas par exemple pour l'Ouganda et la Tanzanie, qui retiennent les informations concernant ces projets-là et ne permettent pas aux populations sur place d'être totalement au courant des conséquences de ces projets sur leur quotidien, et qui par ailleurs utilisent des arguments fallacieux de développement économique quand on sait que la majorité de ce pétrole-là n'ira pas aux populations locales, ou alors qui ont peur tout simplement, ou qui ont d'autres préoccupations plus directes au quotidien, et qui donc ne vont pas se mobiliser. Mais ils et elles font aussi partie des premiers et premières concernés, et de dire aussi que ces personnes sont aussi présentes en France et dans le Nord global, mais avec aujourd'hui un ressenti des impacts directs du dérèglement climatique qui est pour l'instant encore moindre par rapport aux populations qui sont plus directement touchées dans le Sud global.
j'avais choisi une citation du philosophe Malcolm Ferdinand, auteur du livre Une écologie décoloniale, où il disait que l'esclavage a été la matrice de la destruction des écosystèmes, qu'il a été un moment de transformation du monde en usine géante, voilà les plantations. C'est le moment où le monde est refusé à toute une partie de l'humanité. Les impacts se font retentir encore aujourd'hui. On accepte encore aujourd'hui que certains êtres humains soient expulsés, tués, niés. Ce qui est hyper intéressant, et ce que vous avez totalement dit, c'est qu'il y a ce renversement de logique. Lui, il resitue l'origine de la crise écologique dans le processus colonial. Et du coup, c'est du mode d'habiter colonial que découle la crise écologique que nous vivons aujourd'hui. On a parlé d'écologie décoloniale, Ala, tu l'as nommé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît important à souligner, voire même indispensable pour lutter correctement contre les ingérences et destructions organisées par les entreprises comme Total dans le Sud global ? Et est-ce que le mouvement écologiste et militant, surtout dans celui dans lequel vous militez, s'en empare suffisamment ? Aujourd'hui, on voit les symptômes de ce que c'est que le dérèglement climatique et on a deux choix. On a le choix de lutter contre les symptômes ou on a le choix de comprendre en fait d'où ils viennent ces symptômes-là et d'aller à la racine du mal. Et l'écologie décoloniale, à travers les contributions de Malcolm Ferdinand et d'autres, analyse en fait les racines de ce mal-là et les situe bien plus loin que ce dont on parle nous aux révolutions industrielles, anthropocènes, d'une façon un peu étrange. Je dis d'une façon un peu étrange parce qu'en fait Malcolm Ferdinand revient aussi sur la notion d'anthropocène. Donc du coup, l'écologie décoloniale situe en fait ces racines-là des maux de la crise climatique qu'on connaît aujourd'hui, bien plus en amont que ce qu'on pense, donc avant le 19e siècle, au moment en fait des entreprises que sont l'esclavage puis la colonisation, parce qu'en fait avec ces entreprises-là vient l'Occident en fait pose une patte sur le monde, une empreinte sur le monde qui est celle d'une vision selon laquelle il y a deux choses. On hiérarchise l'humain, donc il y aurait l'humain plus humain et l'humain moins humain. L'humain plus humain étant blanc, chrétien, un homme plutôt occidental, et l'humain moins humain serait le reste de l'humanité. Et vient aussi une autre vision s'imposer au monde avec ces entreprises-là qui sont totalement barbares, mais qui sont imposées. Il vient la vision où on sépare un peu la nature de la culture, où il y a une hiérarchie entre l'humain et la nature. Et cette hiérarchie-là, en fait, crée une déconnexion vis-à-vis du vivant et permet aussi d'envisager la Terre, les ressources naturelles qu'elle porte, comme étant des choses exploitables, des ressources exploitables au service de l'humain. Et parmi ces ressources exploitables au service de l'humain, il y a l'humain moins humain. Donc en fait, l'esclavage, c'est totalement ça. C'est dire qu'une partie de l'humanité serait moins humaine pour pouvoir l'exploiter jusqu'à la moelle des os, et même après sa mort. Ça va de pair avec l'extractivisme qui va avoir cours, et donc du coup, on va exploiter la nature, tirer toutes ses ressources à l'infini, tant que nous, ça nous plaît, ça nous sert. Donc ça, c'est la base de ce qu'on pose comme diagnostic de l'écologie décoloniale. Les processus de colonisation, ils n'ont pas cessé. Alors on a parlé il y a ce qu'on appelle les guerres de décolonisation, la décolonisation des pays, etc. dans les faits, mais les processus coloniaux, ils n'ont jamais cessé parce qu'en fait, ils n'ont pas eu uniquement vocation à la colonisation, c'est pas uniquement aller coloniser un autre pays, tirer ses ressources, c'est aussi, comme je l'ai dit, imposer une façon de voir et se l'imposer à soi-même. Donc construire sa société, ses sociétés, autour en fait de cette vision-là coloniale. Et si les empires coloniaux ont cessé, les sociétés, elles, anciennement coloniales, elles ne se sont pas remises en question. Elles continuent de fonctionner selon les mêmes modes. Et pour soutenir en fait la vision coloniale du monde, pour soutenir l'action coloniale, pour soutenir la colonisation, on a créé tout un référentiel qui est raciste, qui est sexiste, qui est hiérarchisant, ça j'en ai déjà parlé. Et du coup, ce référentiel-là, il a façonné notre société, nos interactions, notre façon de vivre et de faire communauté ensemble. Il est au cœur de notre pacte social. Et avec la décolonisation des pays, n'est pas encore arrivée la décolonisation de nos systèmes.
de nos systèmes aujourd'hui de fonctionnement de nos sociétés. Ils ont toujours cours, donc en fait le racisme a toujours cours. La façon d'envisager une partie de la population comme moins humaine ou moins méritante, aujourd'hui on a peut-être changé un peu les mots, moins méritante, plus problématique, autre, etc. Moins développée, moins soluble dans la République ou ce que vous voulez. En fait, ça a toujours cours. C'est toujours des systèmes qui régissent aujourd'hui nos interactions dans la société, qui donnent à certains le droit de vie et à d'autres l'option de mourir. Et donc, l'écologie décoloniale, c'est ce qui fait en fait le lien entre la crise climatique et tout ce grand tableau-là. La crise climatique étant un symptôme en fait de tout ce grand tableau-là. Et qui préconise en fait d'agir à la racine du mal, c'est-à-dire de ne pas se contenter uniquement d'agir pour résister ou pour s'adapter à l'urgence climatique. Et comme je l'ai dit, l'urgence climatique pour nous c'est encore une projection vers le futur, alors que pour d'autres c'est depuis très longtemps la destruction de leur environnement, donc du coup l'annihilation d'eux-mêmes et de leur environnement. Donc c'est pas se contenter justement de se prémunir de tout ce qui est nécessaire, de ce contre quoi on peut se prémunir pour survivre, mais c'est d'agir à la racine du mal et donc du coup d'agir contre les systèmes que sont le capitalisme, qui est aussi né et qui s'est développé avec la colonisation et l'esclavage. La première entreprise cotée en bourse, c'est une entreprise qui faisait du commerce d'esclaves, voilà, aux Pays-Bas. C'est se prémunir, donc du coup, c'est aller lutter contre le capitalisme, lutter contre le racisme qui justifie en fait toutes les exactions qui sont commises, lutter pour la réparation, la reconnaissance, la restitution et la décolonisation. Donc actuellement, il y a une lutte de décolonisation qui se mène, qui est très actuelle en Palestine. Et en fait, aujourd'hui, soutenir la résistance palestinienne, c'est être au cœur de l'écologie et de l'écologie décoloniale, par exemple. C'est soutenir aujourd'hui les luttes des femmes au Soudan ou des femmes en Iran, c'est être au cœur de l'écologie décoloniale, parce qu'en fait, c'est soutenir les peuples qui sont en lutte contre tout ce qui peut les annihiler. Et donc, du coup, c'est cette vision-là, celle qui est celle de l'écologie décoloniale, c'est celle que je prône. Est-ce qu'on y est dans les milieux climat français ? Non, pas du tout, parce qu'il y a un grand manque d'éducation sur le sujet, et parce que le milieu climat français, il est à l'image de la société française, il est tout aussi raciste. Même si il a conscience de la question du capitalisme, il reste tout aussi capitaliste, il reste tout aussi sexiste, il reste tout aussi colonisé ou colonial. Et du coup, il y a un immense travail à faire. Et je suis parmi les voix en fait qui de plus en plus au sein de ce milieu-là s'élèvent pour dire en fait il y a un problème. Le milieu climat blanc, il est problématique en lui-même et il va devoir en fait se positionner sur au moins la question de la race pour en fait avoir une vision et un cap qui est clair. On est réunis aujourd'hui pour l'anniversaire de Total. Et Total, on dit que l'entreprise fête ses 100 ans ce mois-ci. En fait, c'est pas Total Energy en tant que tel qui fête ses 100 ans, c'est Total Energy sous ses différentes formes depuis 100 ans qui fête son anniversaire. Total Energy, c'est un nom qui a été adopté à partir de 2021. Avant ça, c'était Total. Encore avant ça, fin des années 90, Total fusionne avec l'entreprise Elf. Il décide de garder le nom Total parce qu'à ce moment-là, Elf est dans la sauce. Et donc, c'est un peu mieux de partir sur le nom Total. Et encore avant ça, si on remonte sur la genèse et encore, on peut remonter au début du XXe siècle, à la fin de la Première Guerre mondiale, quand la France se rend compte qu'elle est un peu en retard par rapport aux alliés, les États-Unis et le Royaume-Uni, sur la question des énergies fossiles. Et que ces énergies fossiles, elles ont été bien utiles pendant la guerre pour faire marcher des grosses machines qui tuent plein de gens. Et donc là va être décidé de mettre en place ce qu'on a appelé à l'époque la Compagnie des gaz et pétroles française. C'est peut-être pas le nom exact, mais si d'ailleurs c'est le nom exact. Et donc au début du XXe siècle, cette entreprise, et c'est écrit dans son texte genèse, va avoir pour objectif de s'accaparer les ressources en métropole et sur les territoires de l'Empire. Et parmi ces territoires-là, on comptait déjà à l'époque par exemple l'Algérie,
mais pas que. Et ensuite, d'autres territoires sont venus s'ajouter. On peut énumérer le Congo-Brazzaville, le Yémen, là, un peu plus tard, qui fait parler récemment pour, malheureusement, encore plein d'affaires. L'Ouganda, etc. Mais bon, à l'époque, on parle des territoires colonisés. Et donc, même dans sa genèse, il y a cette notion d'accaparement des ressources sur d'autres territoires. Et ça me permet de rebondir sur ce qu'est en fait Total Energy. Total Energy, c'est une entreprise qui est extractiviste. L'extractivisme, très très rapidement et grosso modo, parce que c'est quand même une définition un peu plus complète que ce que je vais donner, c'est le fait de s'accaparer des ressources naturelles. Parmi celles-là, on peut compter des ressources humaines, des ressources en énergie, qui sont des ressources finies. Donc, utiliser de manière déraisonnée, de manière infinie, des ressources qui sont finies et qui, donc, du coup, ne peuvent pas se renouveler. On peut parler, du coup, de l'esclavage, c'est le cas. Et donc, on peut aussi parler de compagnies extractivistes, pour le cas de Total, qui le fait sur des ressources en énergie, gaz et pétrole. À l'époque où on met en place cette compagnie, on n'est pas encore dans le néolibéralisme dans lequel on est là. Pareil, je ne vais pas rentrer dans des définitions trop détaillées, mais on part d'un postulat où les ressources sont le moteur de nos entreprises pour créer du capital et donc créer du profit, sur les dernières décennies, on fait passer ces ressources-là, on les transforme en valeur sur le marché. Donc en fait, tout ça, c'est intrinsèquement lié. La manière dont on aborde la question des profits de ces entreprises-là, donc Total Energy, la manière dont c'est redistribué, la manière dont ces profits sont créés, tout ça c'est lié et en effet, ça trouve son origine dans ce mode de fonctionnement extractiviste et l'extractivisme et cet outil qui permet à ces entreprises aussi, aujourd'hui néolibérales de faire du profit de manière déraisonnée, donc la recherche du profit infini. Et donc oui, la lutte pour un environnement sain est une lutte qui est profondément décoloniale, parce que lutter contre ces projets, c'est lutter pour une meilleure gestion de ces ressources-là, une gestion par les populations d'ailleurs, et pas forcément par des entreprises qui viennent s'imposer sur des territoires pour venir s'accaparer des ressources, comme ça avait été présenté à l'époque dans la genèse de Total Energy. Mais c'est aussi promouvoir le droit à l'autodétermination des peuples. Et c'est aussi ce qu'on fait quand on vient en soutien à des mobilisations comme celle de Stop ICOP, comme celle contre Mozambique LNG, c'est de venir soutenir des mobilisations pour des populations qui luttent pour leur droit à l'autodétermination, un droit qu'on leur retire encore aujourd'hui trop souvent. Moi, je pensais revenir sur un concept de rapport de force qui me paraît pertinent au sein de cette question. Et ça serait peut-être une interprétation de droit international, mais vraiment rapidement, sur comment est-ce que le Nord global exerce encore un rapport de force extrêmement puissant sur le Sud global. Et donc j'aimerais dire un mot sur le traité Charte Énergie. Donc le traité Charte Énergie, c'est un traité qui a été signé dans les années 80 et qui inclut une majorité de pays européens, en tout cas occidentaux, et qui donne le droit à des pays de s'implanter dans des autres pays signataires de ce traité Charte Énergie, et en fait qui garantit aux pays dans lesquels on s'implante qu'on ne va pas faire passer de régulations qui vont contre l'intérêt économique du pays dont la multinationale vient s'implanter. Ce qui donne des situations, et là je vais peut-être parler brièvement d'une campagne sur laquelle j'ai travaillé en Colombie. Donc c'est Glencore, qui est une entreprise suisse d'extraction minière qui s'est implantée en Colombie, dans la région de la Guajira. Et c'est une région donc où il y a énormément de différents peuples autochtones qui se défendent de l'expansion de charbon de cette mine. Et en fait, la Suisse et la Colombie, donc la Suisse, d'où vient Glencore, sont tous les deux signataires d'un traité bilatéral de protection des investissements du coup de la Suisse en Colombie. Et en fait, quand le président Petro, qui est extrêmement progressiste, a voulu protéger les populations locales parce qu'en fait, elles mouraient de soif, parce que la mine utilise 34 millions de litres d'eau par jour pour refroidir les effectifs de la mine, Glencore a attaqué en justice sous l'équivalent de ce traité Charte Énergie, mais qui dans ce cas-là était un accord bilatéral,
en demandant des millions de dollars dans des tribunaux qui de plus sont des tribunaux d'arbitrage privés. Donc c'est des juges qui sont majoritairement payés par les multinationales elles-mêmes. Et les populations, du coup, se sont retrouvées, le gouvernement colombien s'est retrouvé dans une impossibilité complète, en fait, de protéger une rivière pour protéger ses citoyens autochtones, mais citoyens et autres paysans locaux qui se battaient pour leur vie. Ces traités, aujourd'hui, on en parle très peu, mais ils sont d'ailleurs mentionnés dans le GIEC comme une des raisons principales pour le manque de politique ambitieuse dans le Sud global, parce que et je trouve que c'est extrêmement symbolique de la dynamique de l'extractivisme, parce qu'en fait, ce sont des traités sous-jacents qui, en fait, empêchent les pays, typiquement comme la Colombie, de prendre des politiques ambitieuses parce qu'elles savent, et en fait, ne serait-ce que la menace les empêche de prendre des politiques ambitieuses parce qu'elles savent qu'elles peuvent se prendre des plaintes à des millions de dollars qui seront contre toute souveraineté économique du pays. Il y a d'autres cas, notamment au Paraguay, où le Paraguay avait des entreprises américaines qui étaient implantées chez eux, et ils ont voulu augmenter le salaire minimum et ils se sont pris une plainte sous des tribunaux d'arbitrage privé. Je trouve que ça illustre très bien en fait ce dont vous avez parlé. Et le traité Charte Énergie, nous, très souvent dans les campagnes sur lesquelles on travaille, on y est confronté. Là, en ce moment, mais ça marche en fait dans tous les sens, mais là, en ce moment, il y a des forages à Arcachon en France. La France n'est même pas souveraine de sa politique énergétique et de dire non à ces forages. Pourquoi ? Parce qu'elle est signataire du traité Charte Énergie et le Canada aussi. Et même si la France est sortie du traité Charte Énergie, il y a une clause de survie qui dit que 20 ans après, en fait, toutes les clauses sont encore valables. Donc, tout ça pour dire qu'il y a toujours des complexités juridiques qui expriment aussi un rapport de force extrêmement omniprésent dans les travaux qu'on fait. Je viens d'entendre une dame qui me demande est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'en débarrasser ? En fait, typiquement la Colombie, et après on pourrait rebondir là-dessus, la Colombie du coup souhaite décarboner son pays. Donc elle souhaite, le président Petro a une vision extrêmement ambitieuse pour une Amérique latine qui sort des fossiles en étant précurseur. Et quand il a essayé de le faire, donc non seulement il s'est pris une attaque en justice, là typiquement de Glencore, mais de plus ils ont perdu des points dans les agences de notation internationales parce qu'on considère du coup que la Colombie sera moins fiable financièrement et donc du coup ils pourront moins bien emprunter, avoir de moins en moins de prêteurs pour du coup des investissements radicaux et ambitieux en Colombie. Et ces traités, est-ce qu'on peut s'en débarrasser ? C'est beaucoup plus complexe que ça, parce que du coup c'est la fiabilité internationale que si on se défie à un traité international, en fait on perd tous les alliés, typiquement là dans ce cas-là de la Suisse. Et donc il y a un rapport de force, ne serait-ce que dans la gouvernance économique internationale, qui est aussi extrêmement présent. Donc pour rebondir avec un éclairage d'écologie décoloniale sur la question de la Colombie, donc aujourd'hui la Colombie, du fait justement qu'elle a des dettes à rembourser, qu'elle ne peut pas, qu'elle est menacée de déclassement si jamais elle a des politiques trop ambitieuses et qui ne vont pas dans le sens des pays ou des multinationales occidentales. Il faut savoir que la Colombie, comme énormément de pays d'Amérique du Sud, lorsqu'ils se sont libérés de la colonisation espagnole ou portugaise au XIXe siècle, en fait, l'ont fait grâce à la contribution empoisonnée de la Grande-Bretagne, puisqu'en fait, pour pouvoir financer une révolution ça se finance, ils ont dû emprunter, donc pour la Colombie, en 1822 et en 1824, ils ont dû emprunter au Royaume-Uni des sommes colossales pour l'époque, avec un taux d'intérêt à 6%. Donc ils ont dû emprunter de l'argent pour financer la guerre de décolonisation. Et une fois en fait à l'indépendance, les pays n'avaient même pas commencé à respirer, à être indépendants, qu'ils étaient déjà en fait assujettis à des dettes colossales qui n'ont jamais en fait cessé. Donc peut-être qu'un moyen radical de pouvoir permettre l'autonomie et la décolonisation complète des pays, c'est demander l'annulation de toutes les dettes des pays du Sud envers les pays du Nord et la réparation, la reconnaissance et la réparation en fait des pays du Nord envers les pays du Sud. Mais ce serait être vraiment révolutionnaire, si je veux répondre à votre question. Et c'est à notre initiative, à nous aussi, qui sommes ici citoyens de ces pays du Nord, de réclamer ceci.
Au premier rang de ces luttes, et en tant que première concernée également, se trouvent les femmes rurales. Elles représentent, par exemple en Ouganda, les 3/4 de la force agricole. Et le 8 mars dernier, à l'occasion de la marche pour les droits des femmes, elles écrivaient « Nous, femmes d'Ouganda, demandons un changement radical et révolutionnaire dans notre rapport à la nature et entre nous, ainsi que la fin du développement extractiviste piloté par des entreprises qui privilégient le profit au détriment des personnes et de la planète. » Quand on lutte, et si on veut le faire correctement, l'idéal, ce serait d'utiliser l'outil de l'intersectionnalité. Et donc, comprendre que à l'intersection de plusieurs oppressions se trouvent notamment les femmes racisées qui subissent, entre autres, les impacts du dérèglement climatique. Ça vient pas de moi, c'est des femmes noires aux États-Unis qui l'ont pour la première fois théorisé et expliqué. Kimberly Crenshaw l'a très très bien fait. Et ça doit prendre de plus en plus de place dans nos mouvements, comme le fait d'impliquer directement dans la manière dont on monte nos mobilisations, dont on monte nos campagnes, les premiers et premières concernés. C'est-à-dire que décider dans nos bureaux fermés du destin de personnes et de supposer de ce qui viendra les aider, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et donc de se rendre compte que parmi les premières victimes des impacts du dérèglement climatique, il y a en premier lieu les femmes racisées. Les femmes racisées issues de classes défavorisées, c'est du coup pouvoir mettre en place des campagnes, des actions, des mobilisations, des prises de parole qui prennent en compte leur vulnérabilité, leur réalité, et qui, du coup, par cet intermédiaire, permet de rendre leur réalité le plus justement possible, de ne pas s'accaparer, s'approprier leurs paroles, de ne pas faire ce qu'on appelle du tokenisme, idéalement, de participer le plus justement, le plus correctement possible à mitiger les impacts du dérèglement climatique et des autres oppressions et des autres crises auxquelles elles font face, le plus correctement possible. C'est-à-dire que mettre en place une campagne ou une action qui vise et qui s'inspire uniquement des cas, par exemple, des femmes de classe favorisée à Paris, en ne prenant en compte que leur réalité, ça ne va pas convenir à tellement d'autres situations, encore moins à celles et ceux qui sont le plus impactés par ces impacts-là, voire même ça peut venir empirer les situations et les crises auxquelles elles font face. Donc oui, écoféminisme, comme écologie décoloniale, tout ça, ça va de pair. Et il y a des organisations, il y a des associations qui déjà, à Paris et à travers la France et à travers le monde, font un travail formidable sur le sujet, notamment les impactrices. Je vous invite tous et toutes à aller voir leur travail, qui présente le sujet de la lutte pour les questions de genre, de climat et antiraciste sous ces prismes-là, et qui permettent justement le plus correctement possible d'appréhender les réalités de personnes qui sont les moins mises en avant, à qui on donne le moins la parole. Moi, je vais être brève. Pour ma part, je fais déjà partie du réseau des impactrices. Donc l'écoféminisme décolonial, c'est ma démarche, parce que tout simplement, je suis partie de ma réalité. Je me suis présentée comme étant militante féministe et antiraciste, engagée sur les questions d'écologie et décoloniale. Donc du coup, quand on fusionne tout ça, on obtient écoféminisme décolonial. Donc je vous invite à rejoindre le réseau des impactrices ou à les soutenir. Elles ont d'ailleurs leurs locaux ici aux Arches Citoyennes. Okay. Et peut-être... rendez-vous à l'Académie du Climat, pas très loin, le 27 avril, pour le printemps des impactrices, qui sera résolument écoféministe et décolonial. On s'en rend tous compte et qu'on a tous des rôles, tous et toutes des rôles qui sont différents. Et juste, moi, je trouve ça hyper puissant qu'elles soient là. Et je trouve qu'elles portent leur message vraiment fantastiquement bien. Donc, voilà, juste merci. Merci et merci à vous aussi. C'est la fin de l'enregistrement de ce podcast-là. Merci beaucoup d'être venu. L'épisode sortira d'ici 2 semaines, monté, mixé avec amour. Comme ça, si vous voulez le réécouter, on est sur toutes les plateformes de streaming. Le podcast s'appelle Avis de tempête. On a une petite table avec des brochures à l'entrée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.